Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir sacrifié la messe pour venir voir Jacques Pradel qui va nous parler, de la sortie de son livre. Vous avez dit Étrange, publié aux éditions Télémac. Les confessions d'un chasseur de mystères, c'est le sous-titre, en tout cas le bandeau. C'est le bandeau l'éditeur rouge qui a trouvé cette formule. Mais c'est pas faux. Hein, mais non, ça colle bien au personnage. Ça colle bien et depuis le début. Alors, juste une chose, on vous connaît comme étant un homme de radio, de télé. Mais vous êtes aussi un homme de livres, puisque vous avez publié déjà une quinzaine de livres sur des sujets aussi très différents, mais toujours des sujets motivés par une grande curiosité. Est-ce que l'écriture est pour vous une passion discrète Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand je faisais de la radio, je rêvais de faire de la télé. Quand je faisais de la télé, je me disais que la radio, c'était quand même pas mal. Et l'herbe est toujours un peu plus verte de l'autre côté du barbelé. Mais pour être sérieux, en fait, on dit toujours... vous savez, les formules populaires, elles ont toujours un sens. On dit toujours les paroles s'envolent et les écrits restent. Bon. Et c'est vrai que le privilège qu'on a quand on fait ce genre de métier, de communication, on va dire, de journalisme, c'est qu'on rencontre un nombre de gens absolument incroyable au fil des émissions, et puis une émission chasse l'autre, et puis il reste des souvenirs, il reste des moments, il reste des images, et de temps en temps, moi c'est l'envie que j'ai eue, c'est de mettre ça noir sur blanc, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent quand on repense à des épisodes de reportage ou des moments de rencontre avec quelqu'un. Et j'ai eu cette envie de me dire, finalement, je vais déjà me le raconter à moi-même. Voilà. Et après, c'est vrai que de mettre ça dans un livre, ça permet aussi un livre par rapport à une émission de radio. C'est un objet qui vous appartient. On peut revenir en arrière, on peut relire une page. On peut sauter le chapitre et aller ailleurs parce qu'on est intéressé par un autre sujet. Donc voilà, ça me paraissait un complément, on va dire, intéressant, à une sorte de borne dans le temps pour moi et pour les auditeurs ou les téléspectateurs qui sont aussi des lecteurs, eh bien de se poser un moment, de dire voilà, c'est ça qu'il a voulu dire, ou voilà pourquoi il s'est intéressé à tel ou tel sujet, quoi. Mais c'est vrai que les sujets ont été... il y a des livres que j'ai faits sur des enquêtes, par exemple, un jour, et toujours souvent d'ailleurs par hasard, un scaphandrier professionnel, parce que moi je fais un peu de plongée sous-marine, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, faisant de la plongée à Marseille, m'explique qu'il a trouvé les débris de l'avion de Syntex, et il m'a dit, mais tu sais, j'ai trouvé aussi des débris d'avions allemands, peut-être que on pourrait peut-être élucider le mystère de la mort de Syntex, qui est mort au cours de sa dernière mission en juillet 1944. Et on a fait cette enquête ensemble, on est arrivé en Allemagne, on a retrouvé un groupe d'aviateurs allemands de la Luftwaffe qui étaient basés dans cette zone-là à la fin de la guerre, et à 95%, je pense que nous avons retrouvé l'homme qui a abattu Syntex. Bon, voilà. Donc ça, on a envie de le raconter, de le mettre dans un livre, ce qu'on a fait ensemble avec Luc Vanrel, puisque c'est le nom de ce scaphandrier. Voilà. Mais j'ai aussi publié des livres sur des contes et des légendes. Alors justement, parce que vous êtes un journaliste, un enquêteur, et vous êtes aussi un raconteur d'histoire, et J'adore ça. Vous mettez d'ailleurs sous cet auspice, parce que votre préfacier de ce livre, c'est Henri Gougaud, avec qui vous avez travaillé sur France Inter aussi, à la fin des années 70. Absolument. Donc vous êtes un raconteur d'histoire, mais c'est difficile en France d'être un raconteur d'histoire et d'être pris au sérieux. Alors comment est-ce que vous arrivez à définir votre image ? On peut jamais définir une image parce qu'on peut penser ce qu'on veut de soi-même. Ce qui compte, c'est l'image que les gens ont, de toute façon. Donc c'est vrai qu'on dit celui-là il nous raconte des histoires. Bon oui, mais c'est vrai que j'avoue que j'adore ça. J'adore qu'on m'en raconte des histoires et j'aime bien les raconter aux gens aussi. Alors c'est vrai après que les hasards professionnels font que dans tous ces bouquins, il y en a quand même un certain nombre sur des affaires criminelles. Et c'est pas du tout parce que j'ai le goût du sang ou de la violence, mais c'est simplement parce que
que, comme beaucoup, la vraie question qu'on peut se poser devant un acte criminel, je ne parle pas là de la criminalité organisée, hein, mais monsieur ou madame tout le monde qui va brutalement basculer et se retrouver au centre d'une affaire criminelle parce qu'il ou elle a tué quelqu'un, c'est le mystère du passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui déclenche cette espèce de moment incroyable qui fait basculer une vie, quoi. Donc voilà. Donc c'est plutôt une occasion pour moi, les livres, de mettre noir sur blanc un peu toutes les questions que je me pose autour de ces sujets dont nous devons parler dans un temps limité, forcément sur une antenne. Avec le livre, il n'y a pas de limite, quoi. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse dans la vie, en fait, c'est le point d'interrogation. Ah, beaucoup, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, il y a une émission de radio, c'est pas moi qui l'ai faite, mais qui s'appelait comme ça, point d'interrogation. Il y a longtemps, ils ont laissé tomber le titre très vite parce que ils se sont rendus compte que des points d'interrogation, il y en avait autant que de sujets, que c'était finalement un mauvais titre. Mais c'est vrai que, oui, j'aime bien ça, le point d'interrogation, quitte à accepter aussi qu'au bout du chemin, on se dise qu'on a perdu du temps ou qu'on soit dans une situation d'échec, parce qu'il n'y a pas de réponse, ou qu'il y a plus de questions à la fin que celles qu'on se posait au début. Alors votre parcours, il est, avant d'arriver à ce livre, et c'est un parcours général, professionnel, une démarche personnelle qui infiltre tout votre parcours professionnel. Il y a eu les enfants, des émissions sur les enfants avec Françoise Dolto, les voyages, la santé, l'histoire, les faits divers. En fait, on a envie de vous demander ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qu'on doit comprendre de vous à travers ces différents appétits. C'est très très difficile de répondre parce que d'abord... On m'a traité de Mireille Dumas ici hier, donc... Moi j'ai une curiosité naturelle, voilà, je suis curieux. Bon, voilà. Alors quand le métier qu'on fait vous permet d'exercer cette curiosité, c'est formidable. Donc c'est surtout ça, moi, qui me dirige. Et puis le fait aussi de profiter de l'évolution de la société dans laquelle on est, qui vous permet souvent d'aller plus vite. Par exemple, on ne fait pas une enquête aujourd'hui en 2016 comme on la faisait dans les années 80, parce qu'il y a l'Internet, parce qu'avec tous les pièges éventuels de l'Internet, mais après il faut vérifier, bon, etc. Mais avant, moi je sais que je passais quelquefois des semaines en bibliothèque pour être sûr de ne pas dire une bêtise. Maintenant, on a 2 clics sur Internet et on sert le sujet beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, mais c'est pas, c'est pas à moi de le dire, mais c'est pas une attitude de m'as-tu vu, quoi. C'est pas pour dire, vous voyez ce que j'ai fait, personne ne l'aurait fait. C'est plutôt de dire, voilà, j'ai eu le privilège, grâce au métier que je fais, d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui pose des questions à tout le monde. Bah, voilà, en tout cas, les réponses que modestement, moi, j'ai pu recueillir. Voilà. Ce roman, enfin pardon, c'est pas un roman, non, excusez-moi, c'est que j'ai fait que des romans, vous êtes mon premier essai, c'est pour ça. Vous commencez en fait ce livre avec un chapitre qui s'intitule « Pour en finir avec Roswell ». Cela dit, le mot roman, là, pour le coup, il est assez intéressant. On vous a beaucoup cassé les pieds avec cette histoire de Roswell, et probablement que dans la tête des gens qui sont ici, la version qu'on a retenue n'est pas la bonne. Non, j'ai attendu 20 ans. Hein. Donc voilà, il y a prescription. Donc j'ai attendu 20 ans parce que je ne voulais pas à l'époque renourrir, souffler sur les braises, etc. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui m'a accompagné, qui m'a posé des difficultés de professionnel et qui a aussi donné de moi une image qui n'était pour moi, évidemment, pas la bonne. Alors, pour aller vite, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire Roswell, mais il y a deux affaires Roswell. Il y a un événement qui s'est déroulé en 1947, au début de l'été 1947, dans l'État du Nouveau-Mexique, près d'une ville qui s'appelle Roswell, qui était également une base militaire hyper sécurisée, puisque on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on sortait de Hiroshima et Nagasaki. C'est dans le désert du Nouveau-Mexique qu'on avait testé la bombe américaine, et c'est sur la base de Roswell qu'il y avait la seule escadrille de bombardiers
atomique, entre guillemets, de l'armée américaine. Les avions qui pouvaient transporter l'arme atomique étaient à Roswell. Donc ce n'était pas une petite base militaire de campagne, c'était un des endroits les plus sécurisés des États-Unis. Et le désert du Nouveau-Mexique était le nid d'espions le plus fourni de l'époque, parce que les Russes voulaient absolument tout savoir sur l'avancée technologique des États-Unis. Et puis, dans ce contexte-là, avec en fait la guerre froide qui a déjà commencé finalement, la guerre froide a commencé le lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'ambiance psychologique dans laquelle étaient les Américains, c'était que les Russes allaient leur déclarer la Troisième Guerre mondiale s'ils arrivaient à monter, à faire eux-mêmes la bombe atomique. Ils s'attendaient donc à voir les Russes arriver, et les Russes de leur côté s'attendaient à ce que l'Amérique les envahisse, parce que pour les mêmes raisons finalement. Bon, donc on était dans une espèce d'atmosphère comme ça, un peu d'hystérie, de psychose nationale. Et puis dans ce cadre-là, il y a un orage très important, il y a un paysan, parce que c'est vraiment un cow-boy, quoi. C'est quelqu'un qui a un ranch avec des chevaux. Bon, il entend cet orage apocalyptique, et puis dans les bruits de cet orage, dans cette nuit-là, il entend ce qui pourrait être un crash d'avion. Bon. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il selle son cheval, il va se balader dans ces terres, il fait 2 heures de cheval, et là, dit-il, il tombe sur des débris métalliques assez particuliers qu'il a très bien décrits, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on a bien voulu faire croire par la suite à la presse. Bon. Ça, c'est un événement qui se passe sur une nuit. Quelques jours se passent et ce cultivateur américain, qui s'appelle Mac Brazel, va à Roswell, il va voir le shérif et il lui dit « Shérif, il y a un truc bizarre, j'ai entendu un grand bruit, je suis allé, voilà, j'ai trouvé des trucs comme ça. » Et le shérif, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il se tourne vers la base de Roswell et vers les officiers de sécurité de la base de Roswell. Et 24 heures plus tard, un communiqué est publié par la base de Roswell, du commandement de Roswell, qui dit exactement dans ces termes-là, l'armée américaine a récupéré la nuit du temps au temps les débris d'un disque volant. Donc c'est l'armée américaine qui le dit. Et c'est ça qui fait exploser l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a les dépêches d'agences qui partent dans tous les États-Unis. Tous les journalistes des États-Unis appellent la base de Roswell, dont le standard téléphonique saute. La ville est coupée du monde pendant un certain temps. Et puis le soir, il y a un contre-communiqué, mais qui ne vient pas de la base de Roswell, qui vient en fait, du Pentagone et d'une autre base américaine, et qui dit, eh ben voilà, on s'est trompé, il y a une erreur de formulation. Braves gens, vous pouvez circuler. C'était pas du tout une soucoupe volante, pour parler clair. C'était les débris d'un ballon dirigeable, d'un ballon sonde météo qui s'est écrasé là. Et on va à peu près en rester là pendant plus d'une dizaine d'années. Puisque, donc ça veut dire qu'il y a des petites rumeurs qui courent dans la région, les gens qui se parlent, qui connaissent Brazel, qui ont vu, pour certains, ces fameux débris. Et puis, 48 heures après, on convoque la presse et on leur montre des débris. Mais tous ceux qui ont eu ces débris en main savent que ce ne sont pas les débris qu'ils ont trouvés. Mais voilà, il ne se passe plus rien. 1978, le patron de la sécurité de la base de Roswell, qui s'appelle Jess Marcel, qui a un rang de colonel, et qui est un spécialiste des crashs aériens, prend sa retraite, et là, il donne une interview à la presse, et il dit, on a menti, parce que moi, les débris que j'ai trouvés, c'était pas cela. Il donne des détails. Il y avait des débris, avec le recul, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des débris métalliques à mémoire de forme. C'est-à-dire que c'était des objets qu'on pouvait tordre, mais qui reprenaient leur forme initiale. Bon, à l'époque, on n'avait pas inventé les métaux à mémoire de forme. Et puis, donc, ça enrichit ces rumeurs qui vont continuer à se répandre. Moi, j'ai récupéré personnellement, dans mes dossiers personnels, 350 déclarations sur l'honneur que les Américains appellent des affidavits. Et quand on connaît le rapport des Américains avec la vérité et le mensonge, quand quelqu'un dit je sous-signé, machin, habitant, tant, exerçant tel métier, déclare que, on peut s'en servir devant une cour de justice. Bon. Et ces témoignages vont s'accumuler après 1978. On va retrouver l'officier de presse de la base de Roswell
qui va faire un affidavit et il va demander qu'on le publie uniquement après sa mort, en 2002, où il dit, eh bien, je confirme, ça n'est pas moi qui ai écrit le communiqué, c'est le commandant de la base de Roswell, enfin bon, etc. Et puis, voilà. Et puis après, ça va à nouveau s'éteindre, la rumeur s'éteint, alors seul dans les milieux ovniaques, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, enfin bon, ufologiques, on va dire, à ce moment-là, bon, on continue à parler de ça en disant, il s'est passé quelque chose, l'armée a menti, etc., etc. Puis on n'entend plus parler. Et dans les années 90, un homme politique, qui est le sénateur du Nouveau-Mexique, va prendre la tête d'une commission sénatoriale fédérale pour obtenir des informations, pour en avoir le carnet. Donc l'idée, c'est pas pour dire la vérité, c'est pour dire les gens continuent à m'interroger, il faut leur donner une réponse. Et à ce moment-là, la version de l'armée américaine commence à être un peu différente. Donc on dit, ils vont finir par dire, bah oui, c'est vrai, on a menti, les débris qu'on a montrés à la presse n'étaient pas les bons débris, mais tout de suite on a évidemment une autre pièce à verser au dossier. On dit, bah, c'était les débris en fait de trains, de ballons qu'on envoyait dans l'atmosphère pour surveiller les expériences éventuelles des Russes dans le domaine atomique. Et comme c'était un secret militaire, on ne pouvait pas évidemment dire la vérité. Bon. Et puis comme dans les rumeurs, on avait parlé aussi de corps, on aurait trouvé les corps des occupants de ce fameux vaisseau spatial qui serait écrasé à Roswell, l'armée en rajoute une petite couche en disant, et d'ailleurs, pour les témoignages concernant des corps, allez, on va vous dire aussi qu'on avait un autre projet secret et qu'on crachait des avions avec des mannequins à bord pour étudier les conséquences des crashs aériens sur le personnel, sur les pilotes. Ce qu'on oublie de dire, c'est que effectivement, ces expériences ont eu lieu en 1952, c'est-à-dire 5 ans après Roswell, et que les mannequins en question, ils étaient sur le modèle du GI américain, c'est-à-dire 1m78, 77 kg, correspond absolument pas au témoignage. Bon. Mais quand j'ai dit ça, je ne suis pas en train de vous dire que je crois, moi, qu'un vaisseau spatial s'est écrasé à Roswell. Je constate simplement qu'il y a eu ce que je viens de vous raconter, et puis arrive à ce moment-là ce que j'appelle moi la deuxième affaire Roswell. On est en 1995. Moi, je prépare une émission sur tous ces sujets qui s'appelle l'Odyssée de l'étrange pour TF1, et j'entends cette rumeur, et puis qui est reprise d'ailleurs par une dépêche de l'AFP, disant qu'il y a dans le plus grand secret toute une série de visionnages qui sont organisés par un producteur anglais, et ce serait l'autopsie de l'un de ces fameux extraterrestres, etc. Donc, évidemment, je fais mon métier. Si à l'époque je présentais le 20h, et que je me batte pour diffuser ce film, j'étais en faute professionnelle. Mais là, moi, je suis le producteur et le présentateur d'une émission sur les phénomènes bizarres. J'étais au bord de la faute professionnelle si je m'y intéressais pas. Donc, je vais en Angleterre, je découvre ces images et je les achète pour TF1. Je dis dans le livre également combien je les ai achetés, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les sommes considérables qui ont été émises à un moment. Bon. Et puis voilà, et je diffuse ces images en racontant avec beaucoup plus de détails, en montrant les témoignages des gens que j'ai évoqués il y a un instant, en disant aux gens, voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Un faux. C'est la première idée qui vient évidemment à l'esprit, un faux. Alors si c'est un faux récent, qui a pu le réaliser? Combien ça a coûté? Et est-ce que l'opération commerciale vaut le coup? C'est-à-dire que, or, je dissèque, moi, de mon côté, la dissection. C'est-à-dire, je vais faire des gros plans sur les images pour essayer je vois qu'il y a un téléphone mural. Alors, les gens disent, ah oui, mais le fil du téléphone est torsadé, donc c'est la preuve que c'est un faux, parce qu'en 47, il n'y avait pas de téléphone torsadé. Moi, dans mon enquête, je vais me procurer le manuel de AT&T, qui est la compagnie téléphonique américaine, et dans ce manuel, on voit l'image du fil torsadé qui est sorti en 1939. Bon, donc c'était
pas le bon argument. Après, il y a, je fais étudier les différents scalpels et autres outils de chirurgie qui sont visibles. Je les montre à des anciens chirurgiens de l'armée française qui ont opéré avec ce genre de matériel en Indochine, par exemple, qui me disent ça correspond à ce qu'on utilisait. Donc, il y a tout un faisceau qui dit c'est curieux parce que si c'est un faux qui a été fait dans les années 90-95, il a fallu vraiment retrouver des trucs de l'époque. Enfin bon, tout ça, ça coûte très cher. Donc, deuxième hypothèse, c'est un faux de l'époque. Voilà, des années 50. Là, on revient à cette atmosphère de guerre froide. Est-ce qu'un service secret aurait voulu enfumer les Russes à l'époque pour leur faire penser que les Américains avaient effectivement des débris de soucoupes volantes et que, par là même, ils auraient peut-être une avance technologique? C'est possible. Bon. Et on pousse l'enquête jusque... Alors, au passage, je casse totalement la version du producteur anglais qui a menti comme un arracheur de dents. Le nom du caméraman qu'il a donné, soi-disant auteur des images, existe, mais nous retrouvons la personne malheureusement décédée, mais décédée en 1967 et qui n'a jamais travaillé pour l'armée américaine, donc il a menti. Et je lui ressors tous ces éléments-là au cours de l'émission et il finit par quitter mon plateau parce qu'il est coincé par mes questions. Bon. Donc, mais on n'a rien prouvé, ni dans un sens, ni dans un autre. Et à ce moment-là, je me permets de dire, parce qu'il y a aussi, quand on fait une émission de télévision, un aspect spectacle, ou un aspect, je ne sais pas comment dire, on essaye de trouver des arguments qui vont amuser peut-être le public. Je dis, bon, alors la troisième hypothèse, et si c'était vrai? Bon, je ne peux pas vous le dire, mais si c'était vrai, finalement, qu'en penseraient les responsables religieux? Parce qu'on dit Dieu a fait l'homme à son image et les extraterrestres dans tout ça. Et je vais poser cette question, moi, à Monseigneur Di Falco, qui est le porte-parole des évêques de France à l'époque, à un rabbin du 15e arrondissement, au recteur de la mosquée de Paris. Et voilà, et on diffuse ça. Et derrière, je dis, bon, maintenant, à vous de vous faire une opinion. Je ne dis rien d'autre que ça. Sauf que mes chers confrères de VSD volent pendant l'été une photo de la créature, la mettent en une de VSD et titre « La première autopsie d'un extraterrestre », etc. Et après, tout le monde se retourne évidemment vers moi en disant tout juste si je ne suis pas coupable d'abus de faiblesse parce que les gens sont tellement crédules que le seul fait que j'aurais pu dire que c'était un extraterrestre, tout le monde m'aurait cru, ce qui est stupide. Hein, puisque, enfin, voilà, moi j'ai jamais pris les téléspectateurs pour des idiots, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le début de ce truc-là, et c'est ce qui fait que je reprends, mais vraiment de façon très fine, toute l'enquête qu'on a faite. Je raconte jusqu'où nous sommes allés, jusqu'où nous avons pu aller, et je dis très clairement que effectivement, aujourd'hui encore, on ne peut pas dire ce qui s'est passé à Roswell en juillet 1947. D'autant plus, quand même, et je ne pouvais pas ne pas le dire, que toutes les archives de la base de Roswell ont été détruites entre 1946 et 1949. Voilà. Fin de partie. Fin de partie. Il n'y a pas du tout que la question des extraterrestres dans ce livre, mais on remarque une chose, c'est que c'est quand même un tabou. Hein. C'est très compliqué de parler d'extraterrestres, oui, notamment en France. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai fait un autre petit chapitre que j'ai appelé « Les ovnis font de la résistance », c'est-à-dire que j'ai essayé de sortir les quelques grandes histoires qui n'ont jamais pu être véritablement élucidées, qui le seront peut-être un jour. Je ne dis pas que c'est des preuves que le phénomène existe, je dis simplement, et je ne suis pas tout seul, quelqu'un comme Jean-François Clairvoy, qui est celui qui forme les futurs astronautes européens dans le cadre de l'ESA, dit exactement la même chose. Il y a parfois un phénomène concret, matériel, dont on peut mesurer l'existence sur des radars et à propos desquels il y a des témoignages de pilotes ou de professionnels qui sont quand même des témoins un peu différents du témoin de monsieur ou madame tout le monde. Et voilà. Et donc moi, en fait, ce que je réclame à la fois pour ça et à la fois pour tous les autres sujets qui sont dans ce grand sac qu'on appelle le paranormal, je dis simplement... rien ne nous autorise à nous moquer des gens qui disent avoir vu ou avoir vécu quelque chose d'extraordinaire.
ces gens ne sont, c'est pas à nous de les condamner, je veux dire, à l'asile parce qu'ils disent quelque chose qui nous dérange. Et je dis aussi que surtout cette attitude-là empêche des scientifiques, qui s'intéressent au phénomène, à travailler là-dessus. Si tous les gens qui s'intéressent aux ovnis ou au paranormal attendent l'âge de la retraite. Pourquoi ? Parce que il est clair que leur carrière s'arrêterait très vite et qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job parce qu'ils s'étaient intéressés publiquement à ça. Donc je dis c'est curieux parce que on n'est pas forcé de, on n'a pas la démarche scientifique, c'est pas de dire qu'on sait ce qu'on cherche. On cherche quelque chose parce qu'il y a des éléments qui posent des questions, mais si on dit à la base je cherche quelque chose qui n'existe pas, on va forcément trouver quelque chose qui n'existe pas. Alors il y a des choses dans ce livre qui sont... tout est passionnant, moi j'ai appris plein de trucs. Hein. Il y a des choses très rigolotes aussi, quand vous faites une enquête sur la Wicca. Oui, bien sûr, secte de sorcellerie internationale. Voilà, oui. donc on parle, il y a les zombies en Haïti, il y a la cryptozoologie, on y reviendra. Et puis vous faites une enquête sur la Wicca et on vous suit en fait dans une espèce de démarche toujours très, très scientifique, c'est-à-dire que vous prenez en compte et puis au fur et à mesure que les choses avancent, on s'aperçoit que... Oui, non, c'est pas scientifique, c'est journalistique, c'est-à-dire que je cherche à savoir qui sont ces gens-là, qui sont les adeptes de cette secte. Et bon, je raconte évidemment, ça c'est pour amuser le public, c'est que je suis obligé de me mettre à poil pour enregistrer le sabbat des sorciers, etc. Bon, enfin, les magnétophones pouvaient servir de feuilles de vigne, mais surtout, je raconte après le destin tragique de ces deux personnes qui ont été retrouvées, l'une pendue, l'autre tuée d'un coup de fusil, pour montrer aussi que quand les gens... c'est le contre-exemple, ces gens-là, c'est-à-dire sont des gens qui vivent de ces croyances ou de cette crédulité pour des raisons qu'un psychiatre pourrait vraiment élucider, de pouvoir personnel, et ça se termine en tragédie, quoi, si vous voulez. Mais les zombies, c'est autre chose. Les zombies, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Wicca. Ça n'a rien à voir avec la Wicca. Oui, non, ça n'a rien à voir avec la Wicca, mais c'est que j'essayais de dire à quel point vous allez dans des directions très différentes, à quel point l'étrange est autour de nous sur tous les sujets, parce qu'il y a aussi la psychokinésie, dont vous parlez, qui est un sujet pour l'armée américaine depuis très longtemps, qui commence à l'être depuis pas très longtemps en France simplement, et de façon très sérieuse. C'est une question qu'on se pose, est-ce que l'esprit peut avoir une influence sur la matière ? Là aussi, c'est un sujet de polémique. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, et moi je dis que je me réfère à la phrase, la devise d'un des grands chercheurs dans ce domaine-là, qui dit « Je ne crois pas au paranormal, je l'étudie ». Donc c'est la seule chose que je réclame, c'est ça, c'est allons voir. Moi, un jour, je lis une dépêche de l'AFP de Port-au-Prince, en Haïti, qui me dit « On a trouvé 5 zombies au bord d'une route à 10 km de Port-au-Prince ». Dépêche de l'AFP, le mot zombie, c'est rarissime quand même. Hein, pour moi, et d'ailleurs pour moi à l'époque, zombie, c'était un thème d'horreur et de science-fiction, quoi, de film. Donc comme il y avait le nom d'un médecin qui avait recueilli ces gens-là, j'appelle, il est dans le bottin. Et je parle à cet homme-là et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de zombies, etc. Et le gars qui est un neuropsychiatre haïtien me dit, oui, ben, ça existe. Bon, pour lui, c'est banal, quoi. On est dans le banal. Je dis, mais si je viens vous voir, est-ce que je peux rencontrer ces gens ? Il me dit, oui, bien sûr. Donc la semaine d'après, je suis dans un avion, j'arrive à Port-au-Prince, je vais à la clinique du docteur Douillon, puisque c'est le nom de ce médecin, et je rencontre un personnage dont on me dit que on me raconte l'histoire. Donc j'ai raconté son histoire là, partiellement, je l'avais fait il y a quelques années j'avais consacré tout un livre à cette affaire. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que cette méthode journalistique dont on parlait va nous permettre de trouver la solution d'une énigme, pour le coup, la vraie solution d'une énigme. Et là, on n'est pas dans la magie, on n'est pas dans les fantasmes, on est dans l'utilisation d'une drogue qui abaisse le métabolisme d'une façon tellement massive que des médecins peuvent
signer un acte de décès. Et je retrouve, pour le personnage que je rencontre, je refais son histoire, je retrouve l'endroit où il est mort. Alors, je considère qu'il n'est pas mort, puisque j'ai rencontré vivant 18 ans après. Mais il est mort dans un hôpital l'hôpital de Deschapelles en Haïti, pour ceux qui connaissent l'île. Et c'est un médecin coopérant américain qui a signé son acte de décès. Et j'ai son tableau clinique. Donc moi, je reviens avec ce tableau clinique, je le montre à des chirurgiens, des médecins français, qui me disent c'est tous les symptômes d'un empoisonnement. Donc cet homme, il n'a pas été envoûté par un prêtre vaudou, il a été empoisonné par quelqu'un qui voulait hériter d'ailleurs de ses terres, qui était autre que son frère. Mais derrière tout ça, il y a un autre aspect qui est passionnant dans cette histoire. D'abord, je ne suis pas tout seul à avoir trouvé parce que nous, on voulait la drogue. Bon. Donc, je vous passe les détails parce que ça a été très long, mais je rencontre moi sur place un Américain qui est un ethnologue américain spécialiste de la pharmacopée des Indiens d'Amérique du Sud, qui s'appelle Wade Davis, qui fait la même enquête que moi à l'époque. Et donc on unit nos forces à un moment et on continue l'enquête ensemble. Et on va finir par se faire fabriquer la fameuse drogue à la fois sous le sceau du secret et pour une somme d'argent. Et c'était bien d'être deux, parce que comme ça, à deux... Bon, on s'est dit sur le moment que le type nous vendait de la poudre de perlimpinpin, mais on s'est dit, on prend le risque, finalement. Qu'est-ce qu'on risque? Bon. Et on revient chacun, lui en Floride, parce qu'il était à l'université de Harvard, et moi à Paris, avec une partie de cette poudre, bon, qu'on a fabriquée devant nous. Et moi, je vais dans des labos, chimie, de biologie, où on me rit au nez en me disant, mais attendez, parce que je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et les experts disent, non, il faut nous donner des pistes, parce que des molécules, il y en a des millions, voire des milliards. Bon. Donc, donnez-nous des pistes. Alors, je donne quelques pistes, parce que j'avais quand même glané quelques infos au cours de mon séjour. Notamment une drogue qu'on appelle la datura, notamment la peau d'un crapaud buffle dont la peau est une usine à toxines. Il y en avait des traces, mais rien qui pouvait expliquer un abaissement du métabolisme à ce point. Bon, et voilà, et moi j'en reste là, donc échec et mat. Et quelques mois plus tard, Wade Davis m'appelle de Floride et il me dit j'ai trouvé. La drogue qu'on cherche, j'ai trouvé, je sais ce que c'est. Je dis, mais comment t'as trouvé, quoi? Comment t'as fait? Parce que je lui raconte, moi, à Paris, les labos ont baissé les bras. Et il me dit, non, mais moi aussi. Sauf que, il y a quelque temps, je lis un journal international de médecine dans lequel il y a des contributions de médecins venus du monde entier. Et il y a la contribution de 5 médecins japonais dans ce numéro. 5 médecins japonais qui disent comment... Plusieurs de leurs patients, l'année d'avant, s'étaient réveillés le jour de leurs obsèques, ou voire pour l'un à la morgue de l'hôpital, alors qu'ils avaient constaté leur décès. Et lui, Wade, il s'est dit, mais si je retire tout le côté, tout le rideau de fumée vaudou, il me raconte une histoire de zombie. Bon. Et donc, ce qui a fait avancer les choses de façon très importante, c'est que pour les patients japonais, on savait quel était leur point commun. Leur point commun, c'est qu'ils avaient consommé du fugu, qui est un plat traditionnel japonais, qui est un poisson qu'on appelle le tétrodon, et il se trouve, c'est un peu l'équivalent de la roulette russe, c'est la roulette japonaise. Les Japonais adorent aller au restaurant pour consommer ce poisson dont la peau et les viscères sont mortels, parce qu'ils contiennent un poison mortel. Il y a des gens qui ont d'ailleurs un diplôme pour avoir le droit de... Donc il y a cette notion de jouer avec la mort, quoi. Bon, on va au restaurant, mais bon, les gens qui préparent ce poisson ont des petites loupes de bijoutiers pour être sûr qu'ils ont bien retiré tous les morts. Bon, de temps en temps, il y a des accidents. Les accidents, c'était les patients japonais qui étaient morts officiellement, mais la dose, heureusement, n'était pas définitive et ils se sont réveillés. Donc à partir de là, Wade a fait réanalyser ce qui lui restait de poudre en demandant est-ce qu'il n'y aurait pas de la tétrodotoxine, puisque c'est le nom de cette toxine. Réponse, oui, il n'y avait que ça. 90% de la poudre, c'était de la tétrodotoxine. Alors, ça, c'est une deuxième... Donc, ça veut dire qu'on part sur le bizarre et le fantasme absolu. On arrive à quelque chose de concret qui est en fait une affaire criminelle,
avec quelque chose qui n'est pas de la magie, mais un poison. Et le troisième volet qui, moi, m'a intéressé dans cette histoire, c'est mais d'où vient cette connaissance? Et cette connaissance, elle vient des premiers esclaves noirs qui sont arrivés par la traite négrière en Haïti au XVIe siècle, sont arrivés avec leur culture, avec leur religion, leurs croyances et leur science, à la fois de leur pharmacopée et leur science des poisons. Et ça veut dire donc qu'on a pu continuer à... Le secret de cette drogue a continué à se transmettre de génération en génération depuis le XVIe siècle. Et inutile de dire évidemment que le tétrodon, on l'a vérifié, fréquente les eaux d'Afrique de l'Ouest, là d'où venaient les premiers esclaves, fréquente les eaux du Japon, donc les eaux tropicales, et fréquente les eaux des Caraïbes. Donc ça veut dire que ces personnes-là ont constaté qu'il y avait un poisson qui ressemblait, c'est pas tout à fait la même espèce, mais c'est le même poison, qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient de... Voilà. Donc là, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, en disant, ben voilà l'enquête qu'on a faite et voilà où on est arrivé. Et ça correspond ensuite, si on veut creuser le sujet, si on s'intéresse à ça, cette histoire-là, sauf de nommer la drogue, bien sûr, qui est resté un secret depuis des centaines d'années, a été racontée par un grand ethnologue français qui s'appelle Alfred Métro, par exemple, à qui, lors de son séjour en Haïti, on avait raconté des tas d'histoires de zombies qui sont celles qu'on m'a racontées en 2004 quand j'y suis allé. Donc voilà, Mais vous voyez, Jacques Pradel, ce que vous racontez là, effectivement, c'est tout, quel que soit le sujet, c'est la méthode que vous appliquez, et de recherche et d'enquête. Et quand on vous écoute, on se dit, waouh, le journalisme, ça peut être ça. Ça peut être, c'est de l'enquête. C'est ce que font tous les journalistes à peu près. Ah oui. Oui. Mais si. Oui, d'accord. Enfin, on va dire qu'aujourd'hui. Non, mais il faut dire une chose aussi, c'est que notre métier a évolué beaucoup. Moi, je n'appartiens pas à une rédaction. Je n'ai pas les contraintes qu'ont d'autres journalistes. On se souvient tous quand on est journaliste d'Albert Londres. Albert Londres, il partait 3 mois sur un. On ne demandait pas à un journaliste de tout dire après un voyage de 48 heures quelque part. Exactement. Bon. Le journaliste, quand il part aujourd'hui, il sait ce qu'il doit aller chercher. Donc là, oui, aussi, c'est bien le peut-être. Bon, il y a quand même des journalistes d'investigation, comme dans le service public. Georges Malbruno. Benoît Colomba, qui est un de mes amis et que j'admire beaucoup parce que c'est un vrai journaliste d'investigation. C'est grâce à lui que l'affaire Boulin est repartie. C'est grâce à lui qu'on connaîtra peut-être un jour la vérité sur cet homme qui est mort en Polynésie, peut-être exécuté par les services secrets de l'époque. Voilà. Donc, mais pour faire ça, il faut du temps. C'est ça. Il faut du temps, il faut se mettre off, et voilà, quoi. Et ça, vous arrivez à le prendre encore, le temps? Je l'ai pris, oui, bien sûr. Oui. Là, en ce moment, je vous mentirais si je vous disais oui, mais j'ai un autre sujet, moi, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire. Je suis d'ailleurs, depuis, allé en Afrique, au Bénin, puisque c'est de là que venait, c'est le Bénin et le berceau du vaudou. Mais il y a une raison précise, c'est que, je ne l'ai pas dit, le fougou fait actuellement, à cause de la mode et de la culture japonaise qui se répand dans toute la zone pacifique, il y a 850 morts par an. Ce n'est pas des vaudous, là, c'est des gens qui mangent du fougou. Bon. Aucun centre antipoison n'a l'antidote. Il n'existe pas d'antidote. Alors moi, je sais que les sorciers haïtiens, ils ont l'antidote, puisqu'ils empoisonnent les gens, mais ils les sortent après de leur tombe. Et je me suis fait décrire, évidemment, la drogue que je n'ai pas identifiée, bien sûr, mais je suis allé dans le berceau du vaudou pour essayer de trouver et de convaincre surtout les gens en disant, mais rendez-vous compte, votre pays fait la une de la presse dans le monde entier si vous donnez l'antidote au centre antipoison. Et ces 850 morts, ce sont des gens qui sont empoisonnés parce que... Oui, parce qu'ils ont mangé du fougou mal préparé. Oui, il y a peut-être une solution, c'est d'arrêter d'en manger. Oui, bien sûr. Mais si vous dites à un spécialiste d'un centre antipoison qu'il y a peut-être une antidote pour la tétrodotoxine, je vais vous dire, il fait des bons, hein.
Oui, bien sûr, parce que ça peut être utilisé pour tuer des gens de façon différente, Ah, aussi, par en bon, saupoudrant, d'accord, enfin, au côté Médicis qui ressort, là, vous voyez. Justement, ça, votre dernière recherche, c'est celle que vous poursuivez en ce moment? oui, non, j'ai d'autres petites choses, d'autres petits fers au feu, mais c'est vraiment prématuré, là. Ah. J'ai pas de... Donc, vous êtes toujours dans l'Odyssée de l'étrange. C'est quelque chose... Parce que là, Je suis pas toujours dans l'Odyssée de l'étrange. Je constate que ça fait 3 saisons l'été à RTL. C'est eux qui m'ont en fait poussé à revenir à tout ça en disant mais c'était bien. Donc j'ai fait deux étés avec Didier Van Covelart qui avait publié le dictionnaire de l'impossible. Et puis on a eu envie cette année de changer d'angle et d'éclairage. Et j'ai demandé à Henri Gougaud de faire l'émission avec moi parce que je savais qu'on allait avoir un autre point de vue, un autre éclairage sur tous ces sujets. Voilà. Mais vous nous disiez que c'était des enquêtes, que vous poursuivez des choses, mais est-ce que vous avez... Donc vous ne vous mettez pas dans ce que vous dites, mais quelles sont vos convictions, vous? J'ai très peu de convictions. Enfin, je suis jamais allé voir une voyante pour lui demander ce qui allait m'arriver le lendemain. Je réclame la liberté de découvrir la vie. J'ai pas du tout envie, voilà, de ça. Je respecte parfaitement les gens qui ont des croyances ou des choses comme ça. Mais non, je sais pas comment vous dire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'étrange, alors? C'est comprendre? Ah, mais ce qui m'intéresse dans l'étrange, c'est que ça, c'est un côté un peu rebelle que j'ai depuis toujours. C'est que la vie, heureusement, ne peut pas se mettre en équation. Moi, je respecte beaucoup la science et j'admire beaucoup les scientifiques parce que si la science n'existait pas, je crois qu'on serait un peu en retard de quelques trains. Mais la science ne peut pas tout. Voilà, il y a en chacun d'entre nous ces questions qu'on se pose en général quand on a 17 ans, qu'on oublie à cause de la vie. Bon, d'où on vient? Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Peu importe de trouver les réponses, mais on se pose les questions. Et moi, je pense que le mode d'emploi, enfin, le premier intérêt pour moi de ces sujets, c'est que ça nous conduit, en tout cas, à passer un peu de temps à se poser des questions. Voilà. Et moi, je trouve que c'est assez sain de se poser des questions et aussi assez rassurant de se dire que tout ne peut pas se mettre en équation. Si je vous dis que cette nuit, j'ai fait un rêve, hein, vous me croyez? Oui, moi aussi, vous me j'en ai croyez fait, parce que vous en faites. Oui. Bon, je ne vous ai pas montré de photo de mon rêve. Non. Vous n'avez pas besoin d'une photo de mon rêve pour savoir que j'ai rêvé. Non. Bon, alors, avec la science et avec l'imagerie médicale, on arrive maintenant à voir les zones du cerveau qui s'allument quand on rêve ou quand on... bon, pourquoi pas? Mais finalement, de temps en temps, on le sait, il y a des accidents très graves, il y a des gens dont une partie du cerveau, dont on pensait qu'elle était essentielle à la parole ou aux langues étrangères ou à l'agressivité, ou etc., ils perdent cette zone-là, mais le cerveau va finir par refaire ses circuits, et beaucoup de ces personnes, heureusement, peuvent revenir. Pour l'instant, c'est inexpliqué. Voilà quoi. Je veux dire, mais c'est pas pour montrer du doigt des gens. Moi, j'ai rien, parce que dans ces domaines-là, les gens disent toujours oui, la science officielle. La science officielle, c'est la science. Point. Mais je dis à la science que moi, ce qui m'énerve, ce sont ceux qui se nomment eux-mêmes les sceptiques, et je considère, c'est un peu provoquant, mais c'est volontaire, je considère que ces gens sont aussi des croyants, ils sont des croyants à la science, comme il y a des croyants dans les soucoupes volantes. Mais ces gens-là, comment dire, empêchent des scientifiques qui pourraient, en toute objectivité, en toute honnêteté, avec tout le recul et sans que personne ne leur reproche le résultat de leur recherche, au moins s'y mettre, quoi. Voilà. Et on le fait pas parce qu'il y a cette espèce de... je raconte une histoire de sceptique américain, je ne sais pas si vous avez lu Philip Klass. Philip Klass, il est mort maintenant, paix à son âme, très âgé, bon, et c'était le sceptique numéro 1 aux États-Unis, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un cas de soucoupe volante, Philip Klass sortait pour dire ouais, c'est pas ça, etc. Bon. Et un jour, il y a une histoire avec, je sais plus, 15 ou 16 témoignages, dont des généraux, des pilotes de l'armée de l'air iranienne, enfin bon, etc., etc. Et il est là pour dire oui, mais en gros, c'est des cons, quoi. C'est ça qu'il veut dire. Bon, des pilotes de chasse, oui, mais enfin, quand même, c'est des Iraniens.
Vous voyez, bon, c'est pas charitable quand même. Bon. Et puis, il y a eu des pannes dans les avions. Il dit, bah, des pannes, il y en a tout le temps dans les avions. C'est vrai aussi. Il y a des pannes tout le temps dans les avions. Mais, et son argument massu, je vais en terminer par là parce que sinon je vais raconter ma vie, mais son argument massu à Philippe Classe, il reprend ce cas, il dit, et d'ailleurs, le radar au sol n'a rien enregistré. Et là, je dis, bah oui, il a raison, le radar au sol n'a rien enregistré. Parce que le radar au sol, il était en maintenance cette nuit-là, sauf que les radars des avions ont tout enregistré. Donc il y a des gens qui déforment aussi à leur manière, au nom de je ne sais quoi, de je ne sais quelle tranquillité. Ça les dérange que parfois on se dit que nos racines plongent un peu dans des sables mouvants, quoi. Et des gens qui veulent se rassurer. Parce que l'inexpliqué dérange, on a besoin de mettre tout en coup de carré. L'homme est angoissé. Bah, il faut l'apprivoiser. Et ce Philippe Classe, il existe aussi en France. Hein, il y a tout un courant. Oui, il y a les zététiciens, voilà. Etc. Enfin bon. Mais, effectivement. Bon. Et moi, je ne déclare de guerre à personne, mais d'ailleurs, je salue l'un des sceptiques français qui s'appelle Pierre Lagrange, que je connais très bien, qu'on retrouve au détour de toutes les histoires d'OVNI en France. Il est sociologue de formation, et il a fait un boulot formidable à contrario, parce qu'il y avait une rumeur qui disait, tout le monde a entendu parler de la fameuse histoire de l'émission de radio à New York avec Orson Welles, la guerre des mondes, et on dit les gens ont tellement cru que les Martiens arrivaient que il y en a qui se sont défenestrés, qu'il y a eu des morts, etc. Et Lagrange a refait l'enquête, il n'y a pas eu un suicide, ce qui est assez rassurant quand même, sauf que pendant des années, on a dit qu'Orson Welles était un tueur. Parce qu'il avait... voilà, bon. Donc, et c'est un sceptique qui a apporté la bonne réponse, donc je le salue. Voilà. Et voilà, là, c'est pas incroyable, ça reste une démarche scientifique aussi. On a le temps pour une question. Je suis désolé. Vous avez regretté, hein, voilà. Ah bah oui, voilà, madame. Que deviennent les zombies? Que deviennent les zombies? Alors, c'est une très bonne question. Les zombies, enfin, à l'époque où j'ai fait mon enquête, étaient traités dans le cadre de la clinique psychiatrique du docteur Douillon, dont le but était de les resocialiser, c'est-à-dire de leur permettre d'avoir une nouvelle vie. Bon, parce qu'il faut savoir que l'ambiance en Haïti est telle, c'est-à-dire le bizarre et l'insolite est tellement partout que rien n'est naturel pour les gens. Vous tombez malade, c'est parce qu'on vous a jeté un sort. Vous perdez votre emploi, c'est parce que quelqu'un vous en veut, etc. Si quelqu'un dit « j'ai été zombie », le vide se fait autour, personne ne fréquente. Donc ces gens sont c'est une sorte de double peine, quoi, dans un isolement total. Donc en fait, on les fait changer d'identité. Et pour ceux qui le peuvent, mon Narcisse, donc, qui était le prénom de ce monsieur, a pu, lui, retrouver une vie normale de cultivateur dans sa région d'origine, à Deschapelles, en Haïti. Mais il faut dire aussi, parce que je ne voulais pas être trop long, que beaucoup de ces personnes qui ont été zombifiées ont des dommages collatéraux très graves, parce qu'ils vont passer plusieurs heures dans un cercueil en état d'hypoxie, et que le manque d'oxygène peut créer des dégâts absolument considérables. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé chez 2 de ces zombies qui étaient des femmes, ce que j'ai vu par ailleurs à Garches, dans les grands accidentés de la route, ou avec des gens qui ont vécu des états d'hypoxie. Ils ont une voix de tête et ils bavent. Bon. Et il y avait deux des femmes zombies que j'ai rencontrées voilà. Et elles sont des gens qui ne peuvent plus être autonomes et qui restent dans un cadre quand même d'assistance, quoi, si vous voulez. Ce qui a sauvé la personne principale dont je parle, Narcisse, c'est que c'est un homme qui faisait pas loin de 2 mètres et qui pesait 125 kilos. Donc les doses de drogue qu'on lui a données n'ont pas suffi à le détruire. Et il est resté très peu de temps dans le cercueil.
Parce qu'il faut dire qu'après, pour conserver les gens dans cet état de dépendance, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que moi, c'est la question que je posais, elle était là aussi. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de zombies? Pourquoi? Parce qu'on les retrouve esclaves sur une plantation de canne à sucre. Mais le salaire moyen, c'est $1 par jour. Tout ça pour ça, quoi. Alors, c'est parce que les choses sont plus compliquées que ça. Et j'avais rencontré à ce propos un psychiatre haïtien, là-dedans, Willy Apollon, voilà, je croyais que je me souvenais plus de son nom, Willy Apollon, qui avait écrit là-dessus, et qui m'avait dit, il y a derrière cette histoire de zombies, la permanence du choc qui se transmet de génération en génération, parce que, me disait-il, il n'est pas innocent de savoir que son grand-père ou sa grand-mère a été vendu comme du bétail sur une place publique et qu'on en a fait des esclaves. Il y a un traumatisme culturel transgénérationnel absolument énorme, et quelque part le zombie est aussi là pour dire c'est ça un esclave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les choses sont très complexes, quoi. Voilà. Mais c'est toute la richesse de ces sujets. Pour moi, c'est ça. C'est qu'on commence à partir des zombies dans les films d'horreur et on finit par Par Dolto. Par Dolto, pourquoi pas d'ailleurs? Oui, absolument. J'ai jamais parlé de zombies avec Françoise, mais Le poison plus pardonnez-moi. l'enfermement provoque des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Oui, mais c'est-à-dire que l'état d'hypoxie, en tout cas, crée des états irréversibles, absolument. Oui. Voilà. Oui. Mais autrement, beaucoup de personnes, c'est très rare de pouvoir être sûr que la personne a été zombifiée, parce que c'est très complexe, ces histoires. Moi, je suis sûr de l'histoire que je raconte parce que j'ai refait la vie de la personne, et parce qu'on a identifié la drogue. Mais il y a aussi d'autres gens. On a toujours un peu tendance à penser que l'idiot du village, ça a été un zombie, quoi. On ne le saura jamais. Voilà. Mais, je vous en prie. Eh bien, merci Jacques Pradel. Non, on n'a plus Déjà le temps. Oui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il est midi, on aurait dû laisser déjà la place il y a 10 minutes. Vous avez dit pardon. Étrange, c'est effectivement un livre qui se dévore et on apprend plein de choses et on repart avec des bonnes questions, on va dire. Eh ben, merci beaucoup. C'est un grand livre qui compliment. suscite Merci des bonnes infiniment. questions. Merci beaucoup Jacques. Il y a une dédicace qui est prévue. Elle est où la dédicace d'ailleurs? Pardon, elle est ici ou elle est sous le chapiteau? Elle est sous le chapiteau. Vous signez donc... Ah, vous partez vous? Ah pardon, alors j'ai rien dit. Oh, donc double frustration, mais si vous courez un petit peu, Jacques Pradel ayant mal au genou aujourd'hui, vous le rattraperez, vous pourrez lui poser des questions sur le chemin. Merci à tous pour votre attention et merci infiniment Jacques.